prêts pour une nouvelle présentation de cet après-midi. Donc, on va être avec Dr. Luc Vallière, qui va nous présenter, qui va faire sa présentation avec nous aujourd'hui. Comme un peu plus tôt, on va avoir la période de questions à la fin de la présentation. Et aussi pour les personnes en ligne, on va aussi poser les questions à la fin. Donc, bonne présentation. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a des amateurs ou des fans de Metallica dans la salle? Oui! J'ai choisi le titre de ma présentation parce que je suis un fan de Metallica, Fight Fire with Fire. Et dans le cas de mon travail, en fait, de mon intérêt, dans le fond, c'est les anticorps. Le feu, c'est les anticorps. Et mon objectif est de m'attaquer aux anticorps avec d'autres anticorps, des anticorps thérapeutiques. Ça va être le sujet de ma présentation. Vous avez à votre droite les cellules en rouge. Ce sont des cellules productrices d'anticorps ou sécrétrices d'anticorps. Alors, c'est les cellules que je veux détruire. Donc, ça va être le sujet de ma présentation aujourd'hui. Juste pour dire quelques mots sur moi. Donc, je suis pas médecin, je suis pas neurologue, mais je suis un vrai PhD, un vrai docteur. Je suis un fondamentaliste. Je m'intéresse à la biologie, à l'immunologie. Donc, j'ai commencé mes travaux en neuroimmunologie durant mon doctorat dans les années 90. Ensuite, j'ai été faire un post-doctorat en Californie, à San Diego. Puis, je suis revenu en 2001-2002 là, pour établir mon laboratoire de recherche en neuroimmunologie. Donc, c'est quoi la neuroimmunologie? C'est une discipline dans laquelle on étudie les interactions entre le système immunitaire et le système nerveux. Donc là, ici, on parle du système nerveux central. Dans la sclérose en plaques, c'est le système nerveux central qui est attaqué. Ça comprend le nerf optique, le cerveau, la moelle épinière. Puis, dans le système immunitaire, c'est toutes les cellules immunitaires, les leucocytes blancs, les cellules du sang. Donc, ces cellules-là, ce sont des cellules immunitaires. Puis, certaines de ces cellules-là produisent des anticorps ou différentes molécules. Puis, le rôle du neuroimmunologiste, c'est d'étudier l'interaction entre tous ces éléments-là. Les cellules, les anticorps dans le cerveau, qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est le rôle du neuroimmunologiste, d'étudier, mieux comprendre les mécanismes de communication neuro-immunitaire dans le but de pouvoir intervenir, de développer des thérapies pour bloquer les maladies neuro-immunitaires. Donc, étant donné que ma présentation porte sur les lymphocytes B, je vais dire quelques mots ici sur leur développement. Vous connaissez peu ces cellules-là. Donc, toutes les cellules hématopoïétiques ou les cellules sanguines proviennent de la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse, il y a une cellule précurseur que vous avez en haut, et celle-là peut se diviser, se multiplier et se différencier en différents types cellulaires. Donc, les globules rouges responsables de transporter l'oxygène, ça provient de là. Les plaquettes pour la coagulation. Et ensuite, toutes les cellules immunitaires. Puis, une des cellules immunitaires, c'est la cellule qu'on voit là, complètement à votre droite. Les lymphocytes, il y en a deux types de lymphocytes. Les T, dans la sclérose en plaques, c'est beaucoup les T qui vont rentrer dans le système nerveux puis qui vont attaquer, qui vont causer des dommages. Mais ces cellules-là n'agissent pas seules. Ils ont besoin de d'autres cellules. Puis, les cellules B jouent un rôle primordial dans ces attaques-là. Donc, qu'est-ce qui différencie la cellule B par rapport aux autres cellules? C'est la cellule productrice d'anticorps. Et vous avez une molécule ici en 3 dimensions, là, la structure d'un anticorps. Là, imaginez-vous que l'anticorps, c'est moi, là. Donc, il y a comme une queue, les pattes, qui servent à déclencher des mécanismes effecteurs. Et il y a les 2 bras comme ça, avec les mains au bout, qui servent à détecter des choses. Donc, et ce bout-là est très, très sensible et très spécifique. Ça va détecter spécifiquement une molécule et habituellement pas d'autres. Donc, en théorie, il pourrait y avoir des molécules sur la Lune et nos cellules pourraient développer des anticorps pour détecter cette molécule-là qui n'existe pas sur Terre.
Donc, c'est que ces bouts-là sont restructurés dans chacune des cellules immunitaires, des cellules B. Il y a une restructuration des gènes qui donne une main différente. Ici, on la représente comme ça en laboratoire. On voit deux chaînes lourdes, très longues. Là, je ne peux pas pointer. Et deux chaînes légères. Au bout, c'est les mains qui sont très, très spécifiques et qui servent à reconnaître. Ici, c'est marqué antigène. L'antigène peut être une protéine. C'est une molécule qui est détectée par l'anticorps. Donc, l'anticorps, c'est comme un peu un missile avec une tête chercheuse. Il peut être lancé, puis ça va aller détecter une molécule, puis ça va la détruire. Cet anticorps-là, normalement, dans les cellules B, l'anticorps va être produit sous une forme liée à la membrane. Donc, les cellules vont l'exposer à leur surface et vont pouvoir capter des molécules comme ça. Mais dans certains cas, lorsque la cellule se développe, un peu plus tard, elle est activée, elle va produire une forme soluble, elle va sécréter l'anticorps, et là, l'anticorps va partir, puis il peut rentrer dans les tissus, et donc c'est bénéfique normalement, ça va permettre de détruire les virus, les bactéries, etc. Ça peut nous aider à réparer notre propre tissu aussi, mais dans la sclérose en plaques et les maladies démyélinisantes, donc c'est néfaste, ça peut attaquer notre propre corps. Donc, dans ce cas-là, on les appelle les auto-anticorps. Donc là, ici, on augmente en complexité. Si vous ne comprenez rien, faites des faces bizarres, puis je vais donner plus d'explications. En rouge, vous avez les lymphocytes B. Ici, ce que je veux expliquer, c'est un peu le rôle des lymphocytes B. Je me suis trompé, c'est en bleu les lymphocytes B, en rouge les lymphocytes T. Donc, la cellule B, une fois qu'elle a été activée, une fois qu'elle a rencontré un antigène, elle part avec, puis elle peut aller dans les organes lymphoïdes, la rate, les nœuds lymphatiques, puis elle va rechercher une cellule T qui est capable de reconnaître la même molécule. Et la cellule B va présenter l'antigène au lymphocyte T, puis quand les deux sont capables de se parler, les deux s'activent, la cellule T va migrer au cerveau, causer la maladie. Donc, dans la sclérose en plaques, depuis quelques années, on a des médicaments pour détruire les cellules B parce que c'est un des rôles majeurs, la présentation d'antigènes aux lymphocytes T. On veut bloquer ça, donc on prend des anticorps pour tuer les lymphocytes B et ça permet d'atténuer la maladie, de contrôler la progression de la maladie. Mais il y a une autre fonction, donc la présentation d'antigènes aux lymphocytes T, c'est un des rôles. Mais un autre rôle, c'est qu'il y a certaines de ces cellules-là B activées, à un moment donné, elles vont se différencier, elles vont se transformer en cellules sécrétrices d'anticorps. On les voit en bas complètement, la cellule se transforme, puis là, ça devient une usine à production d'anticorps qui vont être sécrétés. Et là, les anticorps vont pouvoir aller un peu partout à travers l'organisme, via le sang, va être acheminé au cerveau et à tous les tissus. Donc, ici, vous avez en A la sclérose en plaques. C'est le rôle qu'on connaît des cellules B, présentation d'antigènes aux lymphocytes T. Il y a des évidences que les anticorps jouent un rôle dans la sclérose en plaques, au moins chez une catégorie de patients. Il y a des bonnes évidences de ça. Par exemple, si on ôte dans le sang, si on ôte les anticorps ou les autoanticorps, ça peut être bénéfique pour certains patients. Donc, il y a plein d'autres évidences, mais ce ne serait pas tous les patients dans lesquels il y aurait des autoanticorps. Dans le liquide céphalorachidien, c'est un des marqueurs. Les bandes oligoclonales, c'est une bande qu'on détecte, c'est des immunoglobulines, des anticorps. Mais ces anticorps-là sont dirigés contre plein de cibles, puis on connaît pas, on n'a pas identifié une molécule en particulier. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, ces autoanticorps-là, dans la sclérose en plaques. Mais depuis quelques années, il y a des nouvelles maladies qui ont été identifiées. Au début, on pensait que c'était la sclérose en plaques. Puis une de ces maladies-là, c'est la maladie MOGAD en B. MOGAD pour MOG. MOG, c'est une protéine de la myéline. Fait que c'est une maladie à anticorps MOG. Il y avait une autre maladie aussi, c'est la neuromyélite optique.
Puis avant ça, on l'appelait la forme asiatique de la sclérose en plaques. Il y avait des différences cliniques, mais on disait que c'était la sclérose en plaques. Puis depuis une dizaine d'années, là, on sait que on ne l'appelle plus sclérose en plaques. Pourquoi? Parce qu'on a découvert des autoanticorps. Donc, dans ces autres maladies-là, il y a des autoanticorps spécifiques qui ont été détectés. Puis maintenant, on est capable de donner un autre nom à ces maladies-là, puis ces maladies-là vont répondre à d'autres types de traitements. Juste pour vous donner une perspective, là, ici, c'est plusieurs maladies neurologiques auto-immunes. La plus fréquente, c'est la sclérose en plaques. En vert, à gauche, c'est les maladies dans lesquelles on n'a pas encore identifié de marqueurs d'auto-anticorps dirigés contre une cible précise. Donc là, à votre droite, maintenant, il y a des maladies, MOGAD, NMOSD. En vert, là, ce sont des maladies démyélinisantes. On a été capable de stratifier la maladie à cause des autoanticorps. Moi, je pense que dans le futur, on va identifier d'autres maladies comme ça. Dans la sclérose en plaques, ce n'est probablement pas une maladie, c'est plusieurs maladies. Puis, on va identifier des autoanticorps, puis ça va permettre de stratifier la maladie. Et il y en a plein d'autres. Il y en a la maladie de Céline Dion, par exemple. Vous savez qu'elle a le syndrome de la personne raide. Bien, c'est dû à des autoanticorps qui rentrent dans le cerveau puis qui bloquent des neurotransmetteurs et qui causent la rigidité. Donc, étudier l'ensemble de ces maladies-là, ça peut être utile pour comprendre les maladies en général, puis ce qui est bon pour une maladie peut être bon pour une autre maladie. Donc, c'est comme ça qu'on avance, on étudie différents types de maladies, même un modèle animal. Le modèle animal peut être complètement différent, mais les mécanismes sous-jacents sont un peu les mêmes, puis la façon de bloquer les cellules, c'est la même chose, puis on peut l'appliquer à différentes maladies. Donc, ce qui nous intéresse, bon, c'est pas juste de comprendre, c'est aussi de développer des thérapies, puis j'ai fait l'erreur il y a 2 ans de donner une conférence, puis j'étais très enthousiaste, puis je me suis fait interviewer à TVA, puis j'ai dit la sclérose en plaques, c'est une belle maladie. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais pas dire que c'était une belle maladie, mais c'était une maladie qui donnait de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de traitements. Il y a peut-être au-dessus d'une quinzaine de traitements différents, puis encore aujourd'hui, il y en a. C'est pas comme le cancer. Des fois, le cancer, il n'y a rien à faire. Là, ici, il y a de l'espoir. Et là, vous avez ici l'ensemble des traitements pour la maladie. En haut, c'est les thérapies aiguës pour corriger les crises. En bas, les thérapies chroniques pour, à long terme, essayer de réduire la maladie, réduire l'évolution de la maladie. Ce qui est en couleur ici, c'est les traitements disponibles contre les cellules B en bleu. Donc, les anticorps anti-CD19, CD20. Ce sont des CD19, CD20, c'est des protéines exprimées à la surface des cellules B. Donc là, on a depuis 8 ans, 10 ans, développé des anticorps contre CD19, CD20, puis c'est miraculeux. Ça marche contre la forme primaire aussi de la sclérose en plaques. Ça marche très, très bien. C'est un des traitements les plus utilisés en ce moment. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, les anticorps. Le problème, c'est que les anti-CD19, CD20 ne diminuent pas la quantité d'anticorps ou d'auto-anticorps dans le sang. Donc là, s'il y a des crises aiguës, puis on suspecte des autoanticorps, il faut utiliser d'autres traitements, comme par exemple la plasmaphérèse. Donc l'individu doit aller à l'hôpital, passer une journée, se faire extraire le sang, on purifie, on enlève les globules, c'est-à-dire les immunoglobulines. Puis le sang est réintroduit chez le patient. Donc c'est très laborieux, il peut y avoir beaucoup de fatigue, c'est compliqué. C'est pas un traitement qui est applicable dans toutes les régions du monde. Il y a des endroits où c'est inaccessible. Donc ça, c'est un des désavantages. Donc le problème des médicaments actuels, il y en a 3. Premièrement, la plupart des thérapies actuelles vont éliminer la plupart des cellules B, comme les anticorps CD20, CD19,
Ils vont tuer la plupart des cellules B, mais y compris les cellules B bénéfiques. Donc, on a besoin des cellules B là, pour combattre la COVID, les virus, les bactéries, même les cancers. Donc, si on tue les cellules B continuellement, tous les mois, pendant plusieurs années, il y a un risque d'avoir des infections, il y a différents risques. Donc, jusqu'à présent, on est capable de contrôler ça, là, mais le risque est toujours présent. L'autre problème, c'est que ces traitements-là ne sont pas curatifs. On ne va pas guérir la maladie avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement des cellules mémoire quelque part qui se cachent, puis les traitements n'atteignent pas les cellules mémoire. Puis, le dernier point, c'est que les traitements actuels, les médicaments actuels, à part la plasmaphéreuse, ne permettent pas de diminuer les autoanticorps. Donc, il y a place à amélioration. On a besoin de d'autres médicaments pour aller traiter les autoanticorps. Philippe, ce matin, a parlé de différentes thérapies, justement, qui peuvent s'attaquer soit aux cellules B ou même les autoanticorps. On parle, par exemple, je vais pas les répéter, là, mais CAR T-cells, c'est une thérapie dans laquelle il y a des cellules T qu'on va modifier, puis ces cellules T vont aller tuer des cibles. Ça peut être les cellules B, par exemple, ou les cellules productrices d'anticorps. Il a parlé ce matin aussi de l'inhibiteur de BTK, qui est en essai clinique. Il y a plein de résultats vraiment intéressants là-dessus, mais il y a un des médicaments là, qui vient d'échouer dans des tests cliniques. Donc, on n'est pas sûr de l'avenir avec les BTK. Il n'a pas parlé ce matin du récepteur FcRn. C'est qu'il y a plusieurs catégories d'anticorps. Les IgG, c'est la plus abondante. Il y a les IgM, etc. Fait que la plupart des anticorps, c'est à peu près la demi-vie, la durée de vie moyenne là, dans le sang, c'est une journée. Mais les IgG, eux autres, c'est différent. Ça peut être plusieurs semaines. Les cellules produisent l'immunoglobulines, le sécrètent, et pendant 3 semaines, on détecte très, très bien les autoanticorps. Et ça, c'est dû au récepteur FcRn. Le FcRn lie les anticorps IgG spécifiquement et va soit les protéger ou les recycler, ce qui fait que la demi-vie de l'anticorps est vraiment fortement augmentée. Donc, si on s'attaque au récepteur, on le bloque, on diminue la demi-vie des IgG. Après une journée, il n'y en a presque plus. Donc, ça, c'est très prometteur, puis c'est en développement thérapeutique, en essai clinique. Donc, moi, dans ma présentation, je veux vous parler des 2 dernières thérapies ici, c'est-à-dire des anticorps dirigés contre les cellules productrices d'anticorps. C'est ce que je suis en train de développer dans le laboratoire. Et la deuxième thérapie, c'est complètement novateur. C'est une thérapie, donc on dit en biochimie, dans le domaine médical, on parle d'antagoniste. Antagoniste, c'est une molécule qui va inhiber, par exemple, un récepteur. Le récepteur, lui, il donne une information, mais là, on le bloque, le récepteur, c'est un antagoniste. Fait qu'il n'y a pas d'antagoniste d'anticorps. Mais nous, on a développé ce concept-là, puis on a trouvé une façon de développer des antagonistes, puis on a eu un beau résultat clinique, en fait thérapeutique, mais chez les animaux. Donc, on va parler de tout ça dans les prochaines diapos. Fait qu'avant d'aller plus loin, je voulais vous introduire le modèle dans lequel je travaille. C'est difficile de toujours travailler chez l'humain. Il y a beaucoup de problèmes si on veut aller disséquer les mécanismes cellulaires et moléculaires. Donc, on utilise beaucoup des modèles animaux. Le modèle par excellence pour la sclérose en plaques, c'est l'encéphalite auto-immune expérimentale ou EAE. Donc, c'est une maladie qui ressemble quand même à l'humain, démyélinisante, et on peut l'induire en donnant un vaccin. On donne un vaccin contre une protéine de la myéline. Il y en a plusieurs, des antichaînes, des protéines. On peut en utiliser plusieurs de la myéline. On immunise. Et là, les cellules T ou B vont être générées, vont aller causer la maladie. Donc, l'antichaîne le plus commun qui a été utilisé depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est un petit... Bon, on a une grande protéine, MOG,
on peut prendre juste un petit peptide, une petite région, puis on immunise contre ça, et on sait qu'il y a des cellules T autoréactives. Normalement, les cellules T ne nous attaquent pas notre corps, mais il y a des petits défauts parfois. Puis là, si on immunise avec ça, bien, c'est ça, en donnant des signaux d'alarme, là, à ce moment-là, le corps va développer des cellules T dirigées contre cette région-là. Les cellules T vont arriver dans le cerveau et vont causer des problèmes. Mais ça, ce n'est pas le meilleur modèle, parce que ce modèle-là, qui est utilisé depuis très longtemps, n'implique pas les cellules B, n'implique pas les auto-anticorps. Donc, nous, dans notre laboratoire, on a mis au point un nouveau modèle où est-ce qu'au lieu de prendre un petit peptide, on prend une longue protéine, la protéine MOG, et en plus, on l'a muté. On a ôté l'épitope immunodominant, on l'a muté, puis là, ce que ça fait, c'est que ça devient un modèle dépendant des cellules B. Les cellules B peuvent reconnaître cette protéine-là et présenter plein d'autres portions aux cellules T. Et là, il y a des cellules T autoréactives qui vont être générées, qui vont aller au cerveau causer la maladie. Donc, c'est un modèle vraiment unique qu'on a développé ici à Québec. Puis, on a utilisé ce modèle-là pour étudier et développer des thérapies. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le modèle, c'est un peu comme ça que ça se passe chez l'humain. En passant, le modèle EAE n'est peut-être pas le meilleur modèle pour la sclérose en plaques parce qu'il n'y a pas de MOG, il n'y a pas d'anticorps MOG dans la sclérose en plaques. Mais depuis environ 4-5 ans, il y a une nouvelle maladie qui s'appelle MOGAD. Les neurologues me disaient, oui, mais Luc, on ne donne pas de l'argent, ce n'est pas la sclérose en plaques. Mais non, mais c'est le meilleur modèle de la maladie MOGAD qui existe chez l'humain. Puis, tout ce qu'on trouve avec ce modèle-là peut être utile ensuite pour la sclérose en plaques. Là, il y a un petit problème d'affichage. Donc, lorsqu'on immunise, les antichaînes vont être captées par les cellules B, puis vont être présentées aux lymphocytes T en périphérie, dans les organes lymphoïdes, par exemple les ganglions lymphatiques ou la rate. Puis c'est là où les cellules T vont se rencontrer avec les cellules B. Les cellules B vont présenter l'antichaîne aux cellules T. La cellule T va s'activer et va aller jusqu'au méninge, c'est la portion centrale, va migrer au cerveau. Et là, elle va retrouver l'antichaîne encore une fois. Les cellules vont être réactivées et là, ce qui va arriver, c'est que les cellules vont recruter d'autres cellules immunitaires au niveau du système nerveux central, va causer de l'inflammation. Il va y avoir un début de dégradation de la myéline. Et il y a un autre phénomène aussi, c'est que les cellules B, après avoir présenté l'antichaîne, certaines d'entre elles se différencier en cellules productrices d'anticorps. Et là, les anticorps vont circuler. Et s'il y a un bris de barrière hémato-encéphalique, là, parce que normalement, les anticorps ne rentrent pas dans le cerveau. Mais s'il y a un bris, hop, les anticorps vont rentrer et participer à la destruction du tissu. Donc, on voulait étudier les cellules B dans notre modèle de AE. Comment on peut étudier ces cellules-là, soit chez l'humain ou chez la souris? C'est en utilisant un appareil qu'on appelle un appareil de cytométrie en flux, un cytomètre. À votre gauche, vous avez le flux. Donc, il y a une petite pipette là, qui va aspirer les cellules. Les cellules vont défiler une à une dans un tube et vont passer devant un laser. Le laser, c'est quoi? C'est de la lumière. Fait qu'on va éliminer les cellules, puis on va voir les cellules fluorescentes parce qu'on les a marquées avec des anticorps fluorescents. Fait qu'on peut identifier les cellules, les voir une à une, ça passe à un rythme fou, puis ça nous permet d'étudier les caractéristiques de ces cellules-là. En bas, vous avez le développement des cellules B à partir de la moelle osseuse jusqu'en périphérie, dans les organes lymphoïdes. Et ce que vous voyez, c'est que la plupart des cellules B expriment des protéines qu'on appelle CD19 et CD20. C'est les marqueurs traditionnellement utilisés pour identifier les cellules B. Mais vous voyez à la fin, quand la cellule B se différencie, se transforme en cellule productrice d'anticorps, les cellules, on les appelle plasmablastes ou les cellules plasma cells.
ces cellules-là perdent l'expression de CD19 et CD20. C'est pour ça que les médicaments ne fonctionnent plus. Ils ont perdu ces marqueurs-là, on ne peut pas les atteindre. Par contre, ils vont exprimer d'autres molécules, dont la molécule que vous voyez en orange, là, CD138. Donc, la cible, nous, qu'on a choisie, c'est CD138 pour identifier les cellules, mais pour s'attaquer à ces cellules-là aussi. Donc, juste pour vous donner un exemple de ce qu'on fait, on peut causer la maladie MOGAD à nos souris. Ensuite, on récolte les nœuds lymphatiques, on peut analyser les cellules par cytométrie, et voilà le genre de résultats qu'on obtient, des beaux graphiques avec des cellules. Chaque petit point, c'est une cellule, puis on peut les quantifier, ces cellules-là. Puis en B, vous voyez différents organes, vous voyez que les cellules sont en nombre vraiment augmenté, là, après une semaine. Entre 1 et 2 semaines, c'est là que les cellules se développent et vont produire des anticorps et vont libérer ces anticorps-là dans le sang. Il y a plein d'anticorps qui vont être générés contre cette protéine-là. Mais ce n'est pas tous les anticorps qui ont le même pouvoir. Ils ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont pathogéniques, d'autres pas. Pathogéniques, ça veut dire qu'ils peuvent causer la maladie. Donc là, vous avez des cellules. Ils vont produire plein d'anticorps. Vous avez un anticorps ici, en exemple, en rouge. Cet anticorps-là va aller au cerveau, puis il peut lier l'anticorps à sa cible en rouge. Vous voyez le petit triangle rouge, c'est sa cible à la surface des cellules. Et là, l'anticorps, en se liant, va déclencher des mécanismes effecteurs, une destruction des cellules. Il y a d'autres anticorps qui vont reconnaître des cibles, disons, en jaune ou en bleu. Vous voyez, donc, des anticorps qui vont aller au cerveau, mais là, la cible en bleu, elle est masquée. Elle est trop proche de la membrane cellulaire où il y a des protéines qui la masquent. Fait que les anticorps qui reconnaissent ça, ils ne peuvent pas causer la maladie. Donc, il y a des évidences que dans plein de maladies, il y a tous ces anticorps-là. Fait que ce qu'on veut détecter en clinique, c'est des anticorps pathogéniques. On ne veut pas détecter tous les anticorps. Fait que les cliniciens ont développé des tests que nous, on a utilisés dans notre laboratoire, puis qui nous permet spécifiquement d'identifier les anticorps pathogéniques. Donc, on peut prendre le sang d'un patient, c'est ce qu'on a fait, ou encore des souris. Donc, ici, on a pris du sang de souris immunisées et on a appliqué ça sur notre test. C'est tout simplement des cellules en culture qui expriment la cible, CD138. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on... en fait, pas CD138, mais la MOG, la protéine MOG. On prend le sang, on l'applique sur les cellules en culture. S'il y a des anticorps capables de reconnaître MOG sur les cellules, on va être capable de détecter ces anticorps-là avec un deuxième anticorps. Donc, en utilisant c'est le test de diagnostic là, pour différentes maladies auto-immunes. Donc, ce qu'on a pu déterminer, c'est que dans le sang de nos souris, il y avait plein d'anticorps potentiellement pathogéniques. Donc là, ici, on est au jour 14. Il y a plusieurs types d'immunoglobulines, des IgG, il y a 1, 2, 3, il y en a plusieurs. Toutes ces immunoglobulines-là étaient détectables. Ça ne veut pas dire que c'est des anticorps qui sont nécessairement pathogéniques, qui ont le potentiel. Est-ce que ces anticorps-là peuvent détruire le tissu? C'est ce qu'on a déterminé de plein de façons, mais là, je vous montre juste un exemple. C'est qu'on a pris le sérum de souris qui provenait de souris immunisées au BMOG. Donc, en théorie, dans leur sang, il y a des anticorps pathogéniques. Puis, on a injecté ce sérum-là à des souris qui étaient en train de développer le AE, mais qui n'avaient pas d'anticorps dans leur sang, d'anticorps pathogéniques. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez la courbe du bas en noir, c'est les souris normales, mais si on leur injecte l'anticorps, le sérum avec les anticorps pathogéniques, on voit que ça rehausse la maladie. C'est exactement la même affaire si on prenait un anticorps purifié pathogénique, on l'injecte chez la souris, il y a un bris de barrière hémato-encéphalique, l'anticorps va rentrer et va augmenter la pathologie. Puis il y a tout plein d'autres résultats là, qui supportent la pathogénicité de ces anticorps-là. Donc, pour cette première partie-là, nos travaux démontraient, on a mis au point un nouveau modèle de maladie neurologique auto-immune, avantageux parce que les cellules B sont impliquées, les autoanticorps sont impliqués.
Et donc, c'est un meilleur modèle pour les maladies neurologiques et c'est un bon modèle aussi pour développer de nouvelles thérapies. Puis, c'est la suite de ma présentation. Donc, la première stratégie que l'on a adressée, c'est de développer un anticorps thérapeutique contre les cellules B sécrétrices d'anticorps. Comme je vous disais tout à l'heure, les anticorps actuels contre CD20, CD19 vont tuer la plupart des cellules B, mais pas les cellules sécrétrices d'anticorps. Ces cellules-là expriment CD138, donc on a développé un anticorps contre CD138 pour tuer ces cellules-là. Donc, oups, on a perdu un petit peu le formatage, mais au temps zéro, on a induit la maladie. 7 jours plus tard, on a injecté notre anticorps. Et 2 jours plus tard, donc normalement, l'anticorps circule, va se lier aux cellules et induire va tuer les cellules. Donc, au jour 9, on a sacrifié les souris pour aller voir le nombre de cellules productrices d'anticorps et la quantité d'auto-anticorps dans leur sang. Et là, ce que vous avez en A ici, c'est qu'on a été capable, effectivement, de tuer ces cellules-là dans le sang. Les cellules qui circulent, on est bien capable de les tuer. Mais en B, on n'a pas été capable de tuer ces cellules-là qui sont réfugiées dans les organes lymphoïdes, dans les nœuds lymphatiques, par exemple. Il n'y a pas de diminution d'auto-anticorps non plus, parce que les auto-anticorps sont produits par les cellules dans les nœuds lymphatiques. Donc, on a un problème, on a une résistance de ces cellules-là. C'est bien connu, dans le cancer, on a un peu le même problème. Ce n'est pas un problème d'accessibilité de l'anticorps, parce qu'en C, ce qu'on voit, c'est que si on injecte l'anticorps est détectable à la surface des cellules. 2 jours plus tard, on récolte les cellules, puis on est capable de voir que notre anticorps thérapeutique il est à leur surface. Donc, les cellules se cachent dans le tissu, puis le tissu les protège des mécanismes effecteurs. Donc, on a eu l'idée de développer des anticorps modifiés. Une des modifications qu'on a appliquées, c'est que vous voyez à gauche un anticorps à la surface d'une cellule et dans la queue effectrice de l'anticorps, en rouge, là, vous avez une région très, très importante qui est responsable de l'activité de l'anticorps. Et cette région-là, il y a un sucre complexe qui est là, puis le sucre qui est fixé à l'anticorps, il est très important pour la fonction de l'anticorps. Fait que si on change le sucre de position à cause d'une mutation, on change le sucre d'endroit, ça bloque complètement l'activité de l'anticorps. L'anticorps devient inerte. Là, je suis en train de devancer, c'est mon autre projet, ça. Mais ici, c'est la même affaire. On va y revenir plus tard. Il y a un sucre qui est très important, mais vous voyez en rouge, il peut y avoir un sucre qu'on appelle un fructose. Et ce fructose-là, il nuit à l'activité de l'anticorps. Puis, si on produit un anticorps sans fructose, ça améliore grandement son activité. Il y a d'autres gens dans le monde aussi qui ont étudié différentes mutations dans cette queue-là effectrice. Là. Il y a des mutations qui sont connues qui augmentent le pouvoir cytotoxique, le pouvoir de tuer des cellules. Donc, on a appliqué des mutations, des changements à notre anticorps. C'est un anticorps modifié. Et on a refait une étude où est-ce que là, l'anticorps est modifié, on l'a injecté un petit peu plus tôt au jour 5, et au jour 9, on est allé voir la même chose. Et là, ce qu'on voit à gauche, c'est une diminution dans les nœuds lymphatiques. Donc, on a toujours la diminution dans le sang, mais dans les nœuds lymphatiques, maintenant, ce n'est pas parfait, il y a une diminution, mais ce qu'on voit aussi complètement à droite, c'est les niveaux d'auto-anticorps. Donc, les auto-anticorps sont aussi significativement diminués. Donc, ce n'est pas parfait, mais on va continuer de l'optimiser, puis c'est très encourageant. La deuxième stratégie, c'était de développer un anticorps antagoniste. Donc, l'idée, c'est qu'on a des anticorps pathogéniques qui causent la maladie. Lui, ce qu'on veut, on ne veut pas qu'il se lie à sa cible, on veut l'empêcher d'agir. Fait qu'on a développé un anticorps qui est identique, qui pourrait être pathogénique, qui va aller lier sa cible, puis qui va empêcher l'anticorps pathogénique de se lier. Mais pour faire ça, on ne pouvait pas faire ça auparavant,
mais on peut le faire si on est capable d'inactiver l'anticorps. Donc, c'est pour ça que tantôt, je vous parlais du sucre. Dans le milieu, là, la molécule verte et bleue embranchée, c'est un sucre. Fait que ce sucre-là, si on le déplace, ça inhibe l'activité de l'anticorps. Donc, c'est un anticorps qui devient inerte. Mais ça n'affecte pas sa fonction de lier l'antichaîne. Donc, l'anticorps, si on l'injecte, là, vous voyez dans le graphique, en noir, c'est la capacité de l'anticorps en culture cellulaire de tuer des cellules. Puis en vert, c'est le même anticorps inerte, pas capable de tuer les cellules. On voit qu'il n'y a plus d'effet. Donc, nous, on a développé un anticorps anti-MOG, inerte. Cet anticorps-là, on l'appelle le 8-18-C5. Puis en haut, c'est la capacité de l'anticorps de lier différents récepteurs FC. Vous voyez qu'il y a 2 récepteurs, le 2B et le 3. C'est bien connu dans la littérature. Ce type d'anticorps-là peut activer ces 2 récepteurs-là. Mais quand on crée la mutation, il n'y a plus d'activité. C'est vraiment très, très diminué. Donc, ça devient un anticorps qui est inerte et on voulait s'en servir comme antagoniste. Donc, on l'a testé en culture d'abord, en A. Ce qu'on a fait, c'est qu'on, tu sais, le test diagnostique que je vous parlais tout à l'heure, on prend des cellules en culture qui expriment la protéine MOG, puis on met l'anticorps soit de souris, le sérum de souris ou le sérum de patients qui ont la maladie MOGAD. Donc, en A, c'est les souris, en B, c'est le sérum, en C, c'est le sérum de patients. Qu'est-ce qu'on a pu démontrer, c'est que les anticorps du sang vont aller lier normalement, mais si on préincube les cellules avec notre anticorps thérapeutique 8-18-C5, cet anticorps-là va aller masquer tous les sites, puis ensuite, quand on met le sérum, l'anticorps du sérum ne peut pas y aller et donc détruire la cible. Donc, ça veut dire que tous les anticorps dans la maladie MOGAD, tous les anticorps pathogéniques, il y en a plein de sortes, mais ils vont tous lier à peu près au même endroit, puis on peut bloquer la liaison de ces anticorps-là avec un anticorps comme le 8-18-C5. Donc, dans notre modèle animal, toujours, on a immunisé des souris, puis juste un petit peu avant le développement de la maladie, autour du jour 9, on a injecté notre anticorps thérapeutique. Et en A, ce que vous voyez, c'est les courbes de la maladie. Ça, c'est un seul traitement qu'on a fait, là. Puis vous voyez une diminution significative du cours de la maladie, de la sévérité de la maladie. En B, c'est que la plupart des animaux, normalement, les animaux, ils ne vont pas retrouver leur fonction. Ils vont avoir des séquelles pendant très longtemps. Alors que chez les souris traitées avec notre traitement, il y a environ 40% des animaux qui recouvraient complètement leur fonction. On a fait des analyses histologiques. On est capable de prendre la moelle épinière, aller voir la myéline, est-ce qu'il y a des désordres, est-ce qu'il y a des évidences de démyélinisation. Puis en F, vous le voyez, là, donc en haut complètement, vous voyez des coupes, il y a des zones décolorées, démyélinisées, le tissu est pixelisé, disons, granulaire. C'est parce qu'il y a eu de la démyélinisation. Et la tranche du milieu, c'est qu'il y a eu un traitement, puis la tranche du bas, c'est des souris naïves, normales. Donc, et vous le voyez dans le graphique en bas, lorsqu'on traite et on laisse retrouver leur fonction, il y a une réparation, il y a un recouvrement fonctionnel chez un bon nombre de souris. Donc, ça reste un traitement vraiment prometteur là, pour le futur. Parce qu'on dit souvent, brain is time, en fait, c'est qu'on doit traiter, on le sait, les neurologues le savent aujourd'hui, il faut traiter le plus rapidement possible. Donc, auparavant, c'était trop long d'attendre 13 mois avant d'avoir un diagnostic. Non, il faut traiter le plus tôt parce que s'il y a une dégradation du tissu, il peut y avoir des séquelles à long terme. Donc, je pense que cette thérapie-là pourrait être utile avec d'autres thérapies pour protéger le tissu nerveux, pour pas qu'il y ait de dégénérescence.
En terminant, je voudrais juste vous laisser, c'est 1 minute de vidéo. C'est une vidéo que j'ai produite pour expliquer cette dernière technologie-là. C'est disponible sur YouTube. Puis, ça dure seulement à peu près 1 minute. Ça va vous expliquer vraiment Si vous avez bien compris, vous allez tout comprendre. Ça va être correct pour le son? Je le pars? Non. Notre corps est équipé d'un puissant système de défense. Là, c'est parti. Notre corps est équipé d'un puissant système de défense appelé le système immunitaire. Et le lymphocyte B. Une composante importante de ce système est le lymphocyte B. Ce type de cellule produit des anticorps qui voyagent à travers l'organisme pour combattre les envahisseurs étrangers comme les virus et les bactéries. On peut imaginer un anticorps comme un missile guidé naturel. Il possède une tête chercheuse qui reconnaît spécifiquement la cible à détruire. Une fois la cible identifiée, la queue de l'anticorps déclenche des mécanismes de destruction pour l'éliminer. La plupart du temps, les anticorps sont bénéfiques car ils nous protègent des infections. Cependant, dans certains cas, ils peuvent accidentellement réagir contre nos propres cellules, provoquant des dommages collatéraux. Ce problème contribue aux maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques, dans laquelle des auto-anticorps attaquent et détruisent certaines cellules du système nerveux. Pour contrer ces auto-anticorps dévastateurs, une équipe de chercheurs, dirigée par le docteur Luc Vallière à l'Université Laval, a développé une nouvelle approche prometteuse. Ils ont créé un auto-anticorps modifié dont la queue a été rendue inactive, l'empêchant de déclencher les mécanismes de destruction. Lorsque cet anticorps modifié est injecté à des souris développant une maladie apparentée à la sclérose en plaques, leur tête chercheuse s'associe à la même cible sans induire de destruction, ce qui bloque la liaison des auto-anticorps nuisibles et atténue la maladie. Cette nouvelle thérapie offre une lueur d'espoir aux personnes souffrant de maladies auto-immunes impliquant des auto-anticorps. Grâce à des recherches innovantes comme celle-ci, nous pourrons peut-être un jour mieux contrôler ces maladies dramatiques. Vous avez tout compris? Oui, alors moi aussi. À l'Université Laval, on dit, à la faculté de médecine, nous sommes des apprenants à vie. Hein, je pense que, oui, tout le monde en a à apprendre. Puis ce qu'on a appris dans notre étude, c'est qu'on a un nouveau modèle vraiment utile pour mieux comprendre la maladie, mais aussi pour développer des nouvelles thérapies. Ici, c'est contre la maladie Mogad, contre la sclérose en plaques, mais probablement contre toutes les maladies auto-immunes aussi, là. Le lupus, l'arthrite, il y a plein de maladies auto-immunes dans lesquelles on veut bloquer les auto-anticorps. Donc, il reste beaucoup à faire, comme je disais. On est dans une phase préclinique chez l'animal. Il faut optimiser les traitements, tester d'autres concentrations, d'autres temps d'injection, etc. Donc, il reste beaucoup d'optimisation. Il faut aussi prendre ces anticorps-là puis les humaniser. Parce que là, c'est chez la souris. On veut les convertir en anticorps humains pour pas qu'il y ait de réponse immunitaire contre ces anticorps-là. Donc, c'est encore beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, on a besoin de beaucoup de financement là, pour amener ces thérapies-là vers la clinique. Donc, j'aimerais remercier tous les membres de mon équipe. Ça prend beaucoup de monde. Il y a juste quelques noms ici, là, mais les principaux qui ont participé à ce que j'ai présenté aujourd'hui, des assistants de recherche, des étudiants gradués, à la maîtrise, au doctorat, des stagiaires, beaucoup de collaborateurs ici au Canada, mais aussi à l'étranger, des neurologues aux États-Unis, en France, à Montréal. On ne le voit pas dans le bas, là, la slide. Il y a aussi des compagnies pharmaceutiques qui ont été impliquées, comme Sanofi et Vitria. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire. On a besoin de beaucoup de collaboration. Ça prend beaucoup de sous. Nos travaux sont financés par le CIHR, là, les Instituts en santé du Canada, puis la Société de recherche sur le cancer là, qui m'aide depuis le début de ma carrière. Pourquoi je travaille sur la sclérose en plaques? Je travaillais sur d'autres maladies avant, puis c'est parce que la sclérose en plaques, la Société m'a donné ma première subvention. Et depuis ce temps-là, je travaille là-dessus. Donc, continuez, c'est vraiment important, on a besoin de votre support. C'est une belle maladie. Je suis content que vous preniez ça avec un grain de sel. Merci beaucoup, M. Vallière.
On va y aller avec la période de questions dans la salle. Juste levez la main, puis je vais venir vous porter le micro. Bon, on va commencer ici. Moi aussi, je suis chercheur. Je cherche mes clés, je cherche mon portefeuille. Hop. C'est-tu mieux comme ça? Assis. On va prendre celle-là. On va switcher. Oups. Et voilà. OK. Moi, je suis avec Dr. Google. OK. Juste en... Oui. Ah, Dr. Google. Dr. Google. Je lisais, en fin de compte, la semaine passée, dans mes recherches, comme de quoi que l'utilisation bactérienne, je veux dire, pour la fabrication des anticorps, antigènes, je veux dire, contre le cancer. Il semble qu'en France, en fin de compte, ils sont devancés là-dessus. Est-ce qu'il y a possibilité, je veux dire, de travailler là-dessus, je veux dire, pour vos antigènes, puis... Utiliser les bactéries pour oui. produire des différentes protéines? Oui. Ça fait très, très longtemps qu'on connaît ça. C'est utilisé, effectivement. Mais ce n'est pas toujours souhaitable. Par exemple, pour des anticorps, on ne peut pas utiliser des bactéries parce que c'est des chaînes complexes qui nécessitent une association, qui nécessitent des sucres, une glycosylation, par exemple, particulière qu'on n'a pas dans les bactéries. Donc oui, c'est beaucoup utilisé. Par exemple, nous, la protéine MOG qu'on produit pour immuniser les souris, pour développer le modèle de maladie, bien, cette protéine-là, MOG, on la produit dans des bactéries. Puis ensuite, on la purifie. Puis les bactéries sont très, très utiles, mais pas toujours là, pour... OK. Bien, c'est parce qu'on parle entre autres, certaines études qui disent que la sclérose en plaques peut être indue, en fin de compte, via, en fin de compte, le deuxième cerveau, qui est l'intestin, non? Oui. À ce niveau-là. OK. Il y a plusieurs candidats possibles. Il y a le BV qu'on a parlé, le virus d'Epstein-Barr. Donc ça, c'est lui le candidat le plus connu. Le problème, c'est que 99 % des personnes ont été en contact avec ce virus-là. Par contre, non, dans la population en général, 99 % des gens ont eu le virus. Mais dans la sclérose en plaques, 100 % ont eu le virus. Et ce n'est pas nécessairement le virus comme tel, la présence, avoir eu le virus ou pas. Ce qui corrèle un peu plus avec la maladie, c'est la forme sévère de la maladie, du virus. Quand tu as le virus, ça peut être, chez la plupart des gens, un symptôme de grippe. Tu te reposes un week-end, puis il n'y a pas de problème, ça passe inaperçu. Chez d'autres personnes, c'est très, très sévère. Il faut aller à l'hôpital, sous traitement. Là, ils font le test, puis là, ils découvrent que c'est ce virus-là. C'est dans ce cas-là, plus grave, qu'il y a une corrélation avec la maladie. Mais il y en a plein d'autres, puis c'est possible que ça soit très, très complexe, que ça soit une combinaison de différents micro-organismes. OK. Mon autre point, en fin de compte, c'est au niveau de l'utilisation, en fin de compte, de la taurine, je veux dire, pour contrôler les spasmes, je veux dire, chez les cas de sclérose en plaques. C'est utilisé, en fin de compte, pour les problèmes cardiaques, entre autres, les problèmes de circulation sanguine et cérébrale. Mais, Vous n'avez pas pogné le bon gars, parce que moi, je suis pas neurologue. Je ne connais pas vraiment tous ces médicaments-là. Je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Désolé. Bonjour et merci pour la conférence. Très intéressant. Sophie, elle a le médicament, le CD20, là, dans le fond, oui, mais c'est ça, oui. Donc, elle, dans le fond, c'est le lymphocyte B qui est modifié, là. C'est ça, là, qui est par rapport à son médicament? Le lymphocyte B, le problème là, dans la sclérose en plaques, c'est qu'il y a un lymphocyte B qui est activé. Il reconnaît quelque chose de spécifique qu'on ne connaît pas. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va présenter ce qu'on ne sait pas à un lymphocyte T, puis le lymphocyte T va aller dans le cerveau causer la maladie. OK. Fait qu'on sait que c'est comme ça que ça marche, mais on ne connaît pas la cible. Puis on sait que si on tue le lymphocyte B... Ouais, c'est ça, pour pas qu'il aille vers le lymphocyte T. Pour pas qu'il stimule le lymphocyte T. OK. Ouais. Puis, quand les femmes sont enceintes, là, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de poussée au niveau de la sclérose en plaques. C'est le système immunitaire qui est changé à ce moment-là. Puis, avez-vous fait des liens par rapport à ça? Avez-vous comme étudié c'est quoi qui se passe quand la femme est enceinte et qui fait qu'elle n'a pas de poussée?
Je ne suis pas un expert de ce domaine-là, mais oui, il y a des différences sexuelles. Chez la femme, elle a 2-3 fois plus de chances d'avoir la sclérose en plaques que l'homme. Par contre, la femme a souvent des poussées moins sévères. Puis quand la femme est enceinte aussi, la sévérité diminue. Même des fois, elle s'estompe, il n'y a plus de maladie. J'ai rencontré une patiente là, qui a participé à nos échanges, une jeune femme. Je pense qu'elle était à son 5e enfant. Elle a dit, moi, j'ai la sclérose en plaques, je ne veux pas l'avoir. Elle fait dire des bébés. Si je peux me permettre, ceux qui étaient à la conférence, Alexandre, c'est ce dont elle parlait ce matin, la différence entre les sexes. Puis donc, vous allez avoir accès à la web diffusion, aux enregistrements, fait que vous pourrez visionner là, justement les impacts. Là, Mais c'est quand même assez bien connu. C'est les estrogènes, la progestérone, c'est les hormones qui confèrent cette protection-là. Évidemment, on peut pas. Ça serait le fun de pouvoir prendre ces hormones-là puis les donner à des hommes, mais il y a trop d'effets secondaires. Oui. Puis nous, on a des résultats là, vraiment superbes en ce moment, parce qu'on le voit très bien chez nos souris. Quand on les immunise, on cause la maladie. La maladie est toujours plus sévère chez les souris mâles. OK? Par rapport aux souris. Les souris femelles, c'est là. Les souris mâles, c'est toujours plus sévère. Puis quand on bloque les immunoglobulines de type 1, les IgG1, les mâles, ils tombent comme les femelles. Fait que c'est les anticorps. On pense qu'il y a les anticorps qui vont rentrer dans le système nerveux parce qu'il y a peut-être une entrée. Par exemple, la barrière hémato-encéphalique, c'est la barrière qui empêche les anticorps d'entrer. On pense que cette barrière-là, elle est solidifiée par les estrogènes. Chez la femme, elle a une meilleure barrière, alors que chez l'homme, c'est un peu plus perméable. Donc, c'est les hypothèses sur lesquelles on travaille en ce moment. Ouais. Je me permets juste de donner un élément de réponse. Moi, je suis ancienne chercheuse à l'Université de Montréal, à l'Université de Montréal à l'IRIC. Puis moi, j'ai étudié sur le thymus. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un organe qu'on a dans la cage thoracique près du cœur et qui permet le développement des lymphocytes T. Oui. Puis chez la femme enceinte, la progestérone va venir se fixer sur certaines cellules dans le thymus et bloquer le développement de lymphocytes T. Donc, c'est sûrement un élément de réponse pour savoir pourquoi il n'y a pas de poussée au niveau de la sclérose en plaques. C'est sûrement qu'il y a moins de lymphocytes T qui viennent dans le cerveau pour attaquer. Et c'est la progestérone qui fait ça, qui va inhiber le thymus. C'est une possibilité, tout à fait. Donc, on ne sait pas pourquoi il y a des mécanismes protecteurs qui nous protègent contre des attaques contre nous-mêmes. C'est des mécanismes de protection, de tolérance immunitaire. Le thymus est impliqué dans la tolérance centrale. Aussitôt qu'il y a des cellules T qui sont générées, ces cellules T-là vont aller maturer dans le thymus. Puis il y a des mécanismes qui font en sorte que si la cellule T reconnaît une protéine du soi, la cellule T va être éliminée. Par contre, ce n'est pas parfait. Il y a peut-être des protéines dans le système nerveux qui ne sont pas produites dans le thymus. Il y a différentes raisons. Mais chez chacun de nous ici, on a des cellules T et même des cellules B potentiellement autoréactives. Pourquoi ces cellules-là vont causer la maladie chez certaines personnes, puis pas chez d'autres, ça, c'est mal compris. Oui, je vais vous passer le micro, madame. Pour les anticorps que vous avez essayés, je parle assez fort. Pour les anticorps que vous avez essayés là, pour les souris, est-ce que ça a donné 100% là, de résultats? On a testé deux stratégies. Oui, pour les rendre. Non, je ne dirais pas que c'est bon à 100%. Non, au contraire. Moi, je pense que la maladie, elle est causée principalement par les cellules T qui vont rentrer et ça va être rehaussé par les anticorps. Donc, nous, on a réussi à diminuer beaucoup, mais ça a une conséquence à long terme. Même si ce n'est pas durant une poussée, si ce n'est pas 100%, on atténue, puis on protège le tissu nerveux, puis il n'y aura pas de dommages, puis à ce moment-là, l'individu va pouvoir retrouver ses fonctions. Il va y avoir réparation du tissu. Mais si on laisse ça aller, le feu va prendre, puis il va y avoir plus de dommages, puis plus de chances de ne pas retrouver ses fonctions. Donc, ce n'est pas parfait, mais oui. Combiner cette thérapie-là à d'autres, je pense que ça va prendre encore du temps, là, pour pas mal de temps de recherche. Oui.
Juste une autre chose, là, pour la protéine MOG dont vous avez parlé. La protéine MOG. Oui. Ça, ben, je n'ai pas compris exactement c'est quoi cette protéine-là. Les chercheurs ne le savent pas tout à fait non plus. Non, c'est une protéine qui est exprimée sur les cellules qui font la gaine de myéline. Vous le savez, il y a les fibres nerveuses dans le système nerveux, puis il y a des cellules qu'on appelle oligodendrocytes qui vont entourer, qui vont former une gaine de myéline. C'est comme un fil électrique. Puis là, le fil électrique, lui, il y a une gaine autour. Pour ce qui est des fibres nerveuses, ça prend des espaces où il n'y a pas de gaine, parce que le courant électrique va sauter d'un nœud à l'autre comme ça. Mais la gaine est vraiment très importante pour l'influx nerveux. Donc, dans cette gaine-là, à la surface, il y a des protéines intégrées dans la membrane. Puis la protéine MOG, c'est une protéine, une lipoprotéine intégrée dans la membrane. On ne connaît pas tout à fait sa fonction. Par exemple, chez la souris, si on prend des souris déficientes en MOG, la souris, elle n'a pas de MOG, elle se développe très normalement, puis c'est juste des petites subtilités. Donc, on ne comprend pas c'est quoi vraiment la fonction de cette protéine-là. Merci, Dr. Vallière, votre belle présentation, très intéressante. Vous avez parlé beaucoup des auto-anticorps, et si quelqu'un voulait faire un profilage des auto-anticorps à l'intérieur de la province de Québec, est-ce qu'il y a des services, des compagnies? Quelle aide les patients ont pour le profilage? Ça dépend, est-ce que c'est à des fins de recherche ou à des fins de diagnostic? Pour le diagnostic, oui. Malheureusement, moi, j'avais proposé l'idée, parce que je travaille là-dessus, je voulais développer des nouveaux tests, et ce n'est pas possible. Parce que c'est rendu une compagnie qui fait ça, tout passe par là, c'est eux autres qui décident, il n'y a rien à faire. Puis à Montréal, c'est la même chose. Ils aimeraient ça faire les tests eux-mêmes, puis ils ne peuvent pas. Fait qu'il faut envoyer tout. Oui, il existe des tests, il y a une option, mais le neurologue qui commande le test doit envoyer ça. C'est à Vancouver ou à Calgary. Il y a des instituts là-bas qui font ça, sont bien équipés pour le faire. Donc, souvent, on veut exclure des maladies. Quand on n'est pas sûr que c'est la sclérose en plaques, c'est peut-être la MOGAD, c'est peut-être d'autres choses. Donc là, à ce moment-là, ils vont screener pour des anticorps. Parce que si on trouve un anticorps d'une autre maladie, bien, on sait que ce n'est pas la sclérose en plaques, là, c'est d'autres choses. Ils le font, oui, ça existe. Et je pense que ça va augmenter beaucoup. Ils ne le font pas systématiquement, mais de plus en plus. On parlait ce matin, là, justement, de ce genre de test-là. Puis le raffinement des protocoles cliniques. Cette année, l'automne prochain, les neurologues se rencontrent là, justement en Espagne là, pour discuter comment on peut améliorer les tests diagnostiques. Puis c'en est mieux cribler les anticorps. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la salle? Super, mais je vais vous laisser avec Aminata pour le mot de la fin. Bon, bien, merci, Dr. Vallière. Très intéressant. J'espère que vous avez passé une belle journée, tout le monde, que vous avez augmenté votre bagage de connaissances, certainement. Fait des belles rencontres, des retrouvailles peut-être pour certains, vu que, comme je disais ce matin, là, il y a des gens d'un petit peu partout au Québec qui sont présents avec nous. Alors, je vous remercie de votre participation. Je voudrais remercier notre partenaire Roche qui a permis la réalisation du sommet ici à Québec. La semaine prochaine, vous allez recevoir les liens pour réécouter les présentations qui ont eu lieu là aujourd'hui. Donc, si vous n'avez manqué une, bien, vous pourrez là, compléter votre coffre à outils de connaissances. Aussi, on va vous envoyer un sondage sur l'événement, aux appréciations. Fait que c'est sûr d'avoir des appréciations, des choses améliorées. On est toujours ouvert. Donc, merci de nous donner votre feedback. Puis, évidemment, on remercie les chercheurs, conférenciers, étudiants aujourd'hui du Centre de recherche du CHU de Québec. Oups. J'ai disparu, hein? Bon, vous m'entendez? OK, c'est bon. Donc, je disais,
merci aux conférenciers, étudiants, le centre de recherche qui nous ont reçus ici à Québec. Donc, c'est un centre qui est tout nouveau, qui est ouvert en janvier. Je crois qu'on est le 3e événement là, à se dérouler ici. Donc, merci pour l'accueil. Je vais parler au nom du Sclérose en plaques Canada. On est ici depuis jeudi. Donc, merci là, pour tous les membres du personnel, Julia qui est avec nous ce matin, tous les étudiants. C'était vraiment très chouette. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.